Chers amis, bonsoir. Quel immense plaisir pour moi de vous rejoindre pour notre rendez-vous Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, on va parler de portraits de famille avec des portraits justement très bigarrés avec les deux romanciers fort talentueux que j'ai l'immense plaisir d'accueillir et de vous présenter, même s'ils ne sont plus à présenter et que vous les connaissez sans doute. Tout d'abord, Monsieur Omar Kazitani, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré, Monsieur Kazitani. Vous êtes psychopédagogue, romancier. Vous avez une bibliographie longue comme le bras, dont je vais citer, Allah Ibarak, je vais citer ceux que j'ai eu l'immense plaisir ceux pour lesquels j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir, Les Autruches d'Oslo, La Lyre de Thamugadi, Ambition et Félonie. Et à l'occasion du SILA, vous avez publié Melek et les autres, qui va être l'objet de notre examen ce soir. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir un romancier atypique, au style bien à lui et aux thématiques novatrices, à savoir Lounas Rzali. Monsieur Rzali, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré, Monsieur Lounas Rzali. C'est un immense plaisir de vous accueillir. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de plusieurs romans. On peut citer Le Rocher de l'Hécatombe. Et puis, à mon avis, l'un des meilleurs romans algériens contemporains, toutes langues confondues, l'un des plus originaux aussi, pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir et grâce auquel je vous ai découvert La Dernière Escale. Je ne manque pas une occasion de le recommander aux lecteurs que je rencontre. Merci. Et vous aussi, à l'occasion du SILA, vous avez publié un dernier roman qui s'intitule Une si longue nuit, que nous allons ensemble découvrir avec votre aimable concours. Merci encore d'être parmi nous, Monsieur Rzali. Merci à vous. Monsieur Rzali, droit d'aînesse oblige. Je me tourne d'abord vers Monsieur Kazitani. Et avec ce dernier roman, Melek et les autres, qui commence avec ce couple fort sympathique que vous allez nous faire découvrir, à savoir Salima et Habib. Dites-nous en plus. Salima et Habib constituent un couple bien soudé, parents de 3 filles et un garçon, Abdelkrim. Et Salima est de nouveau enceinte et elle sait que son frère, marié depuis longtemps, n'a pas eu d'enfant. Donc elle hésite, mais... Et elle sait surtout que sa femme n'a plus l'espoir d'enfanter. Oui, sa femme n'a plus l'espoir d'enfanter, exactement. Donc, les médecins sont catégoriques. Elle commence à tâter le terrain et puis elle réussit tant bien que mal à persuader, à convaincre son époux et lui dire et si c'était une 4e fille? L'époux qui répond bah, ce sera toujours notre fille. Oui, mais Abdelkrim n'aura que des sœurs, il n'aura que des frères, il n'aura pas de frères. Ne souhaiterais-tu pas avoir un garçon? Et l'époux hésite et ça m'attire le belqbih. Elle réussit quand même à le convaincre. Et donc, le 3e jour, après la naissance, Melek est confié à ses parents adoptifs, Johar et Aïssa. Et on est frappé par la grandeur de ce geste qu'on n'imagine pas, nous, issus de familles nucléaires, mais, et c'est aussi la force de cet ouvrage, c'est que vous peignez d'abord, vous commencez avant de nous révéler le nœud de l'intrigue, vous commencez d'abord par peindre le milieu social et culturel de Salima et Habib, et tout de suite on découvre qu'ils ont été élevés au sein d'une famille élargie, où il y avait encore justement la réminiscence de cette éducation collective, plurielle, et où finalement les enfants sont certes les enfants de leur mère, mais aussi celles de leurs tantes, de leurs oncles, etc. Et donc tout le monde met la main à la pâte dans l'éducation des enfants, et finalement de confier un enfant au frère ou à la sœur, ce n'est pas si étonnant que cela. Oui, il faut dire aussi que cette famille nucléaire a hérité de Hossein
le pater familia, Voilà, le patriarche. celui qui agence la vie même de ces familles, puisque c'est le patriarche. Ils vivent dans une propriété constituée de plusieurs de maisons. Et il est évident que les uns ont leurs enfants, il y a la progéniture pour certains, et il n'y en a pas pour d'autres. De ce fait, la tendance naturelle fut le don. Peut-on faire don de son propre enfant? Si l'on considère que ce geste a été réalisé 3 jours après la naissance, cela confirme un petit peu la confiance établie entre les parents, les géniteurs et les parents adoptifs. Et personne n'y voit d'inconvénient, sauf lorsqu'elle commence à grandir, Malek trouve qu'il y a trop de monde et qu'elle est gênée dans ses études et qu'elle considère tous les autres comme des cousins. Abdelkrim, c'est son cousin, c'est son frère, c'est son cousin et ses 3 autres sœurs. Et donc il y a une autarcie qui s'opère. Les parents, à la fois précautionneux et prudents, ne permettent pas cette cohésion et ce rapprochement de Malek avec ses parents géniteurs biologiques, non pas en le lui interdisant, mais en la couvant. Malek, qui pense vivre avec ses parents, puisque personne ne le lui a encore dit, rejette un petit peu toute cette immense famille qu'elle trouve envahissante. Et de fil en aiguille, bien entendu, arrivera le moment où elle saura la vérité. Justement, vous posez le très épineux et très délicat problème lors de l'adoption du moment où il faut révéler à l'enfant adopté quels sont ses véritables parents, quelle est sa véritable histoire. Et vous avez apparemment beaucoup étudié la question. Vous mentionnez même un spécialiste, John Bowlby, et sa théorie de l'attachement. Oui, effectivement. Bon, vous savez, quand on est enseignant... et psychopédagogue. Oui, on est aussi curieux. Cette théorie de l'attachement de Bowlby, il l'a réalisée, je pense, en 1954. Ça remonte quand même à bien longtemps. Et il a prouvé, il a démontré qu'un enfant a besoin et de chaleur et de nourriture. Or, il se trouve que Malek a la chaleur et a la nourriture et elle n'a jamais su la vérité. Le problème chez nous, il y a quelques années, était un tabou. Un tabou. Pourquoi? J'ai entendu moi-même des membres de ma famille, des commérages disant non, tu te trompes, mais ça c'est pas sa fille, elle a élevé. Ah non, c'est pas sa fille, elle a élevé. Et la prudence dans les liens biologiques, le mariage, etc. Donc il y a une prudence qui ressemble au tabou, une prudence des parents, des gens de la société qui pensent que cela représenterait un danger au sein de leur famille. Et il fallait bien que la fillette apprenne la vérité. Or, elle a un père, un intellectuel, elle a une maman adoptive aussi, donc qui très, elle est très motivée parce qu'elle a reçu un trésor. Elle qui n'espérait plus avoir d'enfant, et elle a cette petite fille depuis le 3e jour de sa naissance. Et elle le lui avoue. Elle le lui avoue au cours d'une promenade dans une forêt.
où le père, fidèle à ses mots croisés, est allongé et il fait ses mots croisés. Et Johar qui dit à sa fille, nous allons nous promener. Elles vont se promener et à un moment donné, elle s'assoit et elle lui dit, Malak, voici qui nous sommes, voici qui tu es. Le besoin était d'autant plus pressant que lorsque Malak entre au lycée, la paperasse nécessaire à sa demi-pension, parce Oui. qu'elle va utiliser la cantine, etc., risque de révéler justement la chose. Et donc il vaut mieux l'apprendre de cette manière plutôt que par les voies administratives. Alors il y a des subterfuges scripturaux Oui. situationnels. Il faut savoir, au début du livre, que les deux portent le même nom, parce qu'ils sont cousins. Voilà. Donc, au lycée, son nom, c'est le nom de son père biologique, alors que ce n'est que son cousin. Donc, c'est une... L'omission peut passer pour un moment encore. Oui. Voilà. Mais psychologiquement, les parents avaient décidé très tôt de dire la vérité. Et c'est une vérité qui, au départ, secoue la fillette. Elle est à la limite du traumatisme et elle cherche la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'elle se précipite et qu'elle demande à son père, « Papa, dis-moi que tu m'aimes. » Et lorsque le père la regarde, lui pose la question, « Qu'est-ce que tu as ?»« Je suis de vous. » Elle lui dit, « Dis-moi que je suis de vous. » C'est-à-dire que je suis votre enfant. Et de là commence une nouvelle vie. Une vie de responsabilité, une vie de prise de conscience de ce sujet ballotté entre deux familles, mais qui trouve son équilibre au sein de sa famille adoptive. Et elle fait du chemin, mais elle réalise qu'elle est une enfant adoptée. Et elle refuse ce statut, elle se veut fille d'amour, fille de tous les amours, parce qu'il n'y a pas que ses parents, il y a Rafiq. Rafiq, le compagnon, Oui. qui a été son camarade de classe. On va y arriver et on va voir comment justement cette révélation va déterminer la suite de son parcours, tant affectif que intellectuel et professionnel. Cependant, on va se tourner vers Monsieur Le Nasr Zali et ce roman Une si longue nuit, avec ce style bien caractéristique qui est le vôtre. Donc, vous nous emmenez avec Ekli, le narrateur, qui commence par lui aussi parler d'un événement fondateur dans sa vie et déterminant, à savoir le meurtre de son père et le séquestre de sa terre dans la foulée de l'insurrection de 1871. Exactement. Donc le roman commence justement dans la foulée de l'insurrection de 1871. Il le dit, c'est-à-dire, puisque c'est Ekli, le personnage principal, qui raconte, donc il le dit. Après, bien sûr, c'est les choses qu'on lui a racontées, parce qu'il est né donc, à peu près en 1871. Donc il va grandir. D'abord, il va connaître l'assassinat de son père, il va apprendre l'assassinat de son père par rapport, c'est-à-dire de la part de sa grand-mère, de sa mère aussi, parce qu'il va grandir sous la protection, disons, toute relative de sa mère et de sa grand-mère, parce qu'il va naître justement au milieu d'une meute d'ennemis. Donc il va grandir avec des ressentiments. C'est une évolution psychologique donc jusqu'à la fin, quoi. Et donc il raconte les événements. En même temps, il se raconte comme une âme lyrique en quelque sorte, c'est-à-dire à chaque détour de phrase, il étale ses sentiments. Chaque fois qu'il est en face d'un événement, de quelque chose, il étale ses sentiments. Voilà. Justement, les assassins de son père, lui, il les désigne comme des tyrans. Mais dans le contexte colonial, on devine plus ou moins qu'il s'agit peut-être pas de relais du colonialisme. C'est-à-dire, il y a un doute qui plane là-dessus. Est-ce que ce sont des caïds? Est-ce que ce sont des béchéras? Cependant, ces tyrans-là exercent une tutelle. C'est une famille puissante qui exerce une tutelle sur le village. De toute façon, la colonisation, elle s'est appuyée sur des familles, certaines familles qui ont un petit peu dans ce profil-là, c'est-à-dire des tyrans.
Donc c'est ce qui a fait que la colonisation restera 132 ans, sinon il y aurait certainement des révoltes et elle ne va pas rester 132 ans. Mais dans ce cas, donc, Parfois, l'ennemi intérieur est pire que l'ennemi extérieur. parfois les contradictions internes parfois Voilà. sont... Et d'ailleurs, le colonialisme s'est appuyé sur ces contradictions internes. Exactement. S'il ne les a pas suscitées lui-même. Donc après, dans ce roman, il y a peut-être une sorte de désir, peut-être, entre guillemets, de marquer une sorte d'omniscience, parce que ne pas mettre un nom. Après, il y a autre chose aussi, leur nom, la prononciation de leur nom suffit à susciter l'épouvante chez beaucoup de gens, donc ils ne parlent pas de leur nom. Ils sont là, ils exercent leur pouvoir tyrannique. Donc ce n'est pas la première famille, puisqu'il y a eu d'autres familles. Cette famille, c'est le jardin du ciel, donc c'est ce jardin-là qui va faire la mesure du conflit en quelque sorte. C'est lui C'est lui aussi l'objet de l'expropriation. l'objet de l'expropriation. Donc voilà, le roman, il s'avance avec sa métamorphose, la métamorphose du conteur, du personnage principal, donc jusqu'à la fin, quoi. Et il va rencontrer Monsieur Wolpert. Alors, il va connaître un petit répit dans une petite ville qui s'appelle dans le roman Iomnium, Oui. donc c'est plus qu'un clin d'œil à Tixirt. C'est le seul répit, mais il sera de courte durée parce qu'il va revenir dans son village, il va épouser une femme, il aura un garçon, et les tyrans justement ne travaillent pas que par la force. Il y a parfois la force, il y a la psychologie, il y a d'autres méthodes. La cooptation. Voilà, donc ils ont soudoyé son fils et il s'est mis de leur côté. Voilà, donc il a perdu. Voilà. Et tout le roman baigne justement dans une ambiance un peu d'épouvante, Sombre. Voilà, et de dysphorie. Mais c'est magnifiquement servi par votre style d'écriture. Les phrases sont courtes. On a l'impression qu'on est en apnée un petit peu avec vous. Les phrases sont courtes, mais les paragraphes, eux, sont très longs. Parfois, tout un chapitre tient en un seul paragraphe de plusieurs pages. Et c'est-à-dire, on plonge avec vous dans ce sorte de roman. Mais quand on dit un roman haletant, parfois, il y a un peu de surenchère dans cette... Mais là, littéralement, c'est-à-dire, on est là et chaque phrase appelle l'autre et on ne peut pas s'arrêter jusqu'à en arriver comme si c'était un fil que le narrateur était en train de dévider. Je n'ai rien inventé, c'est juste, c'est comme ça qu'on racontait autrefois. C'est un temps de conte dans les souks, dans les fejmat, dans les mosquées. Parfois, on racontait des choses, de cette façon-là, c'est-à-dire notre littérature orale était faite, c'est-à-dire était racontée de cette façon-là. D'abord avec le jeu. C'est le personnage, ensuite c'est lui-même qui va se mettre en avant, on glorifie les personnages généralement, parfois même l'événement passe au second plan, c'est les personnages qui sont mis devant, et puis il y a cet enchaînement à chaque fois, même sur le plan émotionnel, même sur le plan, donc on raconte tout en quelque sorte, on raconte et on se raconte en quelque sorte, voilà. Vous avez parlé de lyrisme, cependant, vous ne tombez jamais dans l'excès et ce lyrisme est toujours très bien maîtrisé et on est frappé aussi par la puissance des images, des métaphores utilisées et qui font mouche à chaque fois et là aussi c'est une des caractéristiques de notre oralité. Oui, nous avons des siècles de littérature orale, donc nous avons la philosophie, les contes, la littérature, beaucoup de choses, c'est-à-dire on ne l'écrivait pas, mais elle avait toutes les caractéristiques avec l'éloquence, les belles phrases, les métaphores, tout, elle a tout. Hein, il suffit juste parfois je ne sais pas, d'observer. Maintenant peut-être elle ne se fait plus, mais il y a encore des gens qui la pratiquent. Par exemple chez les maquignons, par exemple, dans les sourds et tout. Donc il y a encore cette façon de parler, cette façon de discuter, et puis ce monologue surtout, parce qu'il y a, quand on raconte, généralement c'est en monologue. Je ne sais pas, peut-être
Dans notre histoire, on n'a pas cette capacité peut-être à assimiler un dialogue pour avancer avec le dialogue, faire des synthèses et tout. Peut-être on n'a pas ou peut-être on n'a pas de temps parce qu'on n'a jamais été tranquille. Dans toute l'histoire, on n'a jamais été tranquille. Voilà. Alors, vous dites, je n'ai rien inventé. Cependant, quand vous faites passer ces procédés dans votre écriture, et vous le faites passer en plus dans la langue française, le résultat, et je le dis très sincèrement, est époustouflant. Donc, c'est pas qu'on a du mal, mais on ne pense pas à revenir à ces origines-là, parce que ça vous donne un style qui est votre marque déposée, et la maîtrise que vous avez de la langue fait que c'est carrément une écriture nouvelle, c'est pas juste une réécriture, une adaptation. Oui, bon, il y a peut-être les lectures, mais aussi pour le deuxième, c'est l'éditeur c'est lui-même d'ailleurs on a discuté. Est-ce que je ferais par exemple des dialogues et tout? Et il m'a dit, si tu arrives à écrire son dialogue en avançant comme dans la dernière escale, c'est tant mieux. Donc je l'ai fait de cette façon-là. C'est un peu aussi avec l'éditeur. Justement, la dernière escale qui a vraiment marqué un tournant et dans votre écriture et dans la littérature algérienne, même s'il n'a pas eu, à mon humble avis, la diffusion et la notoriété que cet ouvrage mérite. On va justement revenir avec vous sur vos procédés d'écriture, sur votre technique d'écriture, mais aussi sur la trame. Cependant, messieurs, avec votre aimable autorisation, on va opérer un petit intermède musical, puisque c'est le moment de notre Minute Mélomane que nous allons découvrir ensemble, comme d'habitude, après le jingle. L'exécrable Balfour avait, selon d'ailleurs la formule des artistes que nous allons découvrir, il était celui qui ne possède pas et qui promet à ceux qui ne méritent pas. Je vous laisse découvrir. انت رحت وغيرك راح ولساها ارض فلسطين عنا جيل يصون العهد اليوم وبكره وبعد الغد ومهما لف الزمن ودار رح ننهي ذكرى هالوعد اسمع يا بالفور اسمع هو حق بلادي رح يرجع ولا غير الله ما نرجع وحنا الفلسطينية اسمع يا بالفور اسمع هو حق بلادي رح يرجع لا غير الله ما نرجع وحنا الفلسطينية واحنا اصحابك يا فلسطين وبهالارض مزروعين من زمن الكنعانيين واحنا اصحاب الهوية تاريخ فلسطين كبير القدس النا مش للغير ومهما حاولتوا التزوير هالارض فلسطينية اسمع يا بالفور اسمع هو حق بلادي رح يرجع لا غير الله ما نرجع وحنا الفلسطينية بريطاني اسمع منا أعطى من لا يملك لمن لا يستحق. Celui qui ne possède pas a donné à ceux qui ne méritent pas, mais hayhat, la roue de l'histoire ne peut pas être arrêtée par les réactionnaires, ainsi que l'a si bien rappelé notre glorieux martyr, l'Arbi Ben Mehdi. Et je reviens vers Omar Kazitani et je reviens vers Malek et les autres aussi. On a parlé justement de Malek qui va découvrir les circonstances. Son identité. Voilà, son identité, les circonstances de sa naissance, son adoption. Et cela va déterminer tout son parcours déjà intellectuel, puisqu'elle va devenir, tiens, comme par hasard, psychologue. Je pense qu'il est des événements dans la vie qui déterminent beaucoup de choses, y compris les carrières.
Certes. Malak s'est vu enfant, adopté. Elle a refusé ce statut et elle dit, elle veut être une enfant de l'amour et de tous les amours. Or, il se trouve que Rafiq, qui est son camarade de classe depuis le primaire et qui a fait avec elle tout le cursus, tout le parcours, est un garçon qui est issu d'une famille honorable, respectueuse et qui plaît à la famille de Malak. Il y a un lien, peut-être superficiel, mais il y a un lien profond au fond de chacun des deux personnes, chacune des deux personnes. Alors, Malak est traumatisée. Elle est traumatisée en son fort intérieur et elle se dit, j'ai la chance d'avoir été prise en charge par ma maman, Zohar, et mon papa, parce qu'elle les appelle ainsi, Bien sûr, oui. Aïssa, et je ne manque de rien, et je me considère comme étant leur enfant. Et elle a une camarade de classe qui n'est pas de son niveau social, elle est orpheline, au réfectoire, chacune apporte son repas, en plus de l'assiette chaude que leur offre la cantine, et il se trouve que cette petite n'a pas, elle n'a qu'une main, elle n'a que sa mère, et elle n'a pas les moyens de rapporter avec elle ce que les autres rapportent et qui sont les autres qui sont plus aisés, Malak et les autres. Alors, elle réfléchit, elle est torturée par l'idée de voir des enfants adoptés souffrir. Elle en fait une affaire personnelle et elle se documente, elle réussit ses examens ici et obtient, après son magistère, elle obtient une bourse. Elle obtient une bourse dans une université française et par hasard, or il n'y a pas de hasard, il n'y a que ce que l'on souhaite, par hasard, Rafiq est à quelques centaines de kilomètres. L'une est à Besançon, l'autre est à Lyon, et ils se rendent visite, ils continuent leurs études, et elle a la chance de découvrir Antoine. Antoine, qui est un psychopédagogue, un psychosociologue, elle découvre Colomba, qui est une femme que je connais. Ce sont ses professeurs, oui. Ce sont des professeurs. Colomba est corse. Et il y a un déclic réunificateur ou unificateur. Et elle est totalement prise en charge sur le plan dans ses études et elle progresse. Elle progresse et plus elle apprend, plus elle est persuadée que sa bataille, que son combat est celui de rendre service à ceux qui sont en transhumance affective, ceux qui sont à la recherche, qui sont dans la recherche identitaire. Et elle se donne corps et âme et elle passe brillamment son doctorat et elle devient psychosociologue. Vous voudrez bien m'excuser cette question un petit peu à la Sainte-Beuve, que je n'avais pas prévu de poser, mais en vous écoutant, elle m'est venue à l'esprit. Vous dites, il y a des événements qui sont déterminants dans le choix d'une carrière. Quid de la vôtre en tant que psychopédagogue? Ben oui, vous ne l'attendiez pas, celle-là. Non. Lorsqu'on a passé 41 ans, 7 mois et 22 jours au sein de l'éducation nationale, lorsqu'on a lu, lorsqu'on a été formé, etc., l'appétit vient en mangeant. On ne se découvre pas. On se découvre pas psychopédagogue
on redevient fœtus, psychopédagogue. C'est-à-dire que il y a un voile qui nous couvre, qui nous protège et qui nous couvre, mais qui est un voile qui ressemble à un buvard. Il y a ce phénomène d'absorption, j'adore ce mot en arabe, Dhahiratul imtisas. Il y a un phénomène d'absorption, et je ne vous cache pas que mon budget, le budget que je réservais à l'achat de mes ouvrages en psychologie, j'étais très bon en psychologie, et donc m'ont un petit peu forcé la main et forcé ma curiosité, et je m'y suis plié. Je m'y suis plié parce que je découvrais que plus je savais, plus je pouvais comprendre. Et en psychologie, en pédagogie, rien n'est définitif. Et en psychologie, tout reste à prouver. Alors, votre parcours a aussi déterminé votre approche de l'écriture, puisque ce qui est frappant dans tous vos ouvrages, c'est à quel point est minutieuse la fouille psychologique de vos personnages. Oui, il y a plusieurs personnages dans ce roman. Ben oui, il y a Malek et il y a les autres. Et il y a les autres. Et il y a un autre. Cette dimension anthropomorphique du miroir, puisqu'elle quitte sa cellule familiale, elle est dans une université et elle a un miroir. Qui va être son interlocuteur? Et c'est tous les matins, lorsqu'elle s'adresse au miroir, qu'elle le questionne, elle trouve les réponses qu'elle veut avoir, les réponses en psychologie. Elle lui pose des questions et le miroir lui répond comme elle le voudrait, comme elle le voulait. Et c'est très lacanien Oui. comme image spéculaire d'ailleurs. On va justement poursuivre cette approche en reflet de la psychologie de vos personnages. En termes de psychologie de personnages, le Nasr Zali, vous n'êtes pas en reste avec justement une si longue nuit. On a parlé de la naissance du fils d'Ekli, Ali, et on a parlé de la tyrannie qui prend plusieurs visages. Il y a celui qu'on pourrait appeler le bâton, c'est-à-dire la violence, la coercition. Et puis il y a la carotte, à savoir la séduction et la subornation. Et donc Ali, à la consternation de son père, va se laisser coopter par cette famille qu'on devine de féodaux en fait. Effectivement, c'est-à-dire l'histoire va à l'échelle d'un destin, de destin. Donc, ils ont cette façon de frapper. Donc, il y a ce côté physique, mais il y a aussi un autre côté parce qu'ils savent que frapper seulement, ça ne tiendrait pas le coup longtemps. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils ont affaire avec quelqu'un, dans leurs aubes sanglantes, comme je l'ai dit dans le roman, ils ont toute une méthode qui a fait donc ses preuves depuis très très longtemps. Ils ont même une petite mémoire collective, si on veut, parce qu'ils racontent. Ils n'ont pas des choses glorieuses à raconter dans leur famille. Ils ont leur thérapeutique, donc ou je ne sais pas, leur tyrannie qu'ils exercent sur d'autres familles et tout. Donc après, ils ont cette façon aussi de rassembler à la fin autour d'un couscous et tout. Donc c'est l'une de leurs méthodes, mais ça continue. Donc ils peuvent frapper par exemple quelqu'un, après frapper son fils ou je ne sais pas, ou quelqu'un d'autre de la famille. C'est un peu une méthode un peu machiavélique, il faut dire, parce que la malice, elle est un peu toujours en avance par rapport à l'intelligence, quelque chose de positif. Elle est toujours en avance. Donc, lui, il raconte, donc, il ne raconte pas tout à fait le passage de son fils du côté de ses ennemis. Oui. D'ailleurs, il ne se rendra pas compte. Au sein de sa famille, ils ne se rendront pas compte. D'ailleurs, donc, ils ont laissé ce garçon parce c'est l'unique garçon, c'est le dernier descendant mâle en quelque sorte. Donc, voilà, jusqu'au jour où ils le retrouvent
au sein donc derrière l'enclos de leurs ennemis. Et là, il commence un petit peu sa méditation sur la vie. Il n'a plus rien à espérer parce qu'on lui a coupé le passé, donc c'est avec son père, et on lui a coupé aussi Et l'avenir. on lui a confisqué la postérité. La postérité, donc voilà, il n'a plus rien à espérer. Il a commencé donc un petit peu sa débâcle intérieure, si on veut. Donc il va commencer sa solitude. Il va aller sur une petite colline, là il regarde l'horizon, mais à vrai dire il ne regarde pas l'horizon, plutôt un rêveur, plutôt quelqu'un qui fuit les choses qui sont très violentes. Donc voilà, jusqu'à la fin, c'est plutôt à la On fin. ne va pas révéler pour ne pas... Oui, c'est plutôt une sorte d'égarement du destin. Il n'a pas voulu, hein, il n'a véritablement pas voulu lui-même. Oui, on sent qu'il y est pris dans un engrenage d'ailleurs. Effectivement. D'ailleurs, d'où sa politesse, parce qu'il est poli du début jusqu'à la fin. Et il a c'est-à-dire c'est un peu le destin qui mène les choses. C'est pas tout à fait lui. C'est plutôt le destin un petit peu qui mène les choses. D'ailleurs, au départ, j'allais l'intituler quelque chose comme, c'est-à-dire nul autre destin ou quelque chose comme ça, ou nulle autre vie. Donc c'est un petit peu, parce qu'il parle à la fin de Roland ou de trucs de malédiction, des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est une suite, en quelque chose de subjectivité, c'est une suite. Voilà, c'est un peu comme, peut-être, je vais citer, avec toute proportion gardée bien sûr, la mort d'Anna Karénine. Oui. Le train, personne ne s'attendait à la mort d'Anna. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Et on voit que l'intrigue est assez simple. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas un romancier de gare. Hein, les péripéties, les trucs rocambolesques, ce n'est pas du tout dans votre approche de l'écriture, ni celle de M. Kazitani d'ailleurs. Et avec cette intrigue toute simple, vous retracez par petites touches successives les circonstances qui vont amener le dénouement, et vous procédez avec des analepses, c'est-à-dire vous faites des retours en arrière, des flashbacks, vous éclatez complètement la structure temporelle, et vous nous prenez dans ce roman haletant vraiment, je me répète, mais c'est parce que quand on le lit d'une traite, et on a l'impression en fait que voilà, on est avec le personnage, il y a une sorte de point central, c'est la subjectivité du personnage, et puis on commence à se balader dans les strates temporelles de l'intrigue. On a envie de le lire d'une traite. En ce qui concerne son écriture, comment s'est-elle déroulée? On a presque l'impression que le livre a été écrit d'une traite. Non. Évidemment, mais justement, comment? Parce que ce livre, contrairement à La Dernière Escale, La Dernière Escale, je l'ai écrit en deux phases, en quelque sorte. D'ailleurs, ils sont visibles, hein, Oui. quelqu'un qui lit attentivement. À partir de l'épisode de l'hôpital, donc il y a un petit changement, mais dans ce cas, il y a des chapitres, donc c'est plutôt des chapitres. Après, il y a justement, parce que c'est le personnage qui raconte, donc il y a la mémoire, les choses de la mémoire, et il y a les choses physiques de l'instant, parce que c'est lui qui raconte, hein, les choses qu'il a vécues. Il y a les choses en débris, en lambeaux, qu'il a entendu chez sa grand-mère et sa mère. Et puis il y a, parce que sa mémoire aussi, parfois, il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Elle revient, par exemple, l'histoire de la meule, elle revient à chaque fois. Mais finalement, et c'est avéré par la suite que l'histoire de la meule, justement, parce qu'il ne savait pas au départ, mais à la fin, il sait que c'est le jour de la mort de son père. Parce que sa grand-mère et sa mère, quand on racontait donc, dans des nuits d'hiver et tout, on ne lui racontait pas tout à la fois, par petite de peur, parce que elles ont peur que voilà, le destin va s'incliner prématurément pour elles, parce qu'il ne reste que lui. Donc il fallait d'abord lui inculquer la vie d'abord, les choses de la vie, avant de commencer, même si avec des ressentiments et tout, qui sont d'ailleurs légitimes, mais il faut toujours, avant tout, lui inculquer d'abord les choses de la vie pour qu'il grandisse et tout. Voilà. On va continuer justement de parcourir cette si longue nuit,
Cependant, messieurs, cette fois-ci, on va opérer une petite coupure littéraire, puisque c'est le moment de notre livre de chevet. Nous allons lui aussi parcourir après le jingle. À tout de suite. Nous continuons donc d'explorer cet ouvrage d'Olivier Glog, Oublier Camus, préfacé par Frederick Jameson. Et Olivier Glog nous apprend justement que le lendemain de la défaite, le 8 mai 1954, la défaite de la France 45. non. Dien Bien Phu. Oui, voilà, exactement. Le lendemain de la défaite, le 8 mai 1954, la défaite française à Dien Bien Phu, il compare dans son carnet les Indochinois, il c'est Camus évidemment, les Indochinois qui libèrent leur pays aux Allemands envahissant la France. Et il dit, chute dans son journal, chute de Dien Bien Phu, comme en 40, c'est-à-dire comme en 1940, sentiment partagé de honte et de fureur. Au soir du massacre, car quand les colonisés se libèrent, c'est un massacre. Quand les Français tuent, au pire, c'est une répression. Le bilan est clair. Au soir du massacre, le bilan est clair. Des politiciens de droite en place et des malheureux. Dans une situation indéfendable, et pendant le même temps, les hommes de la gauche leur tiraient dans le dos. Ce double jeu, c'est Olivier Glog qui reprend la parole, ce double jeu entre ses prononcements publics et ses opinions personnelles cause sa rupture avec son ami et ancien disciple, le poète Jean Sénac. Pied noir issu de milieux pauvres comme lui, Jean Sénac s'est rapproché de la cause indépendantiste. Il perd progressivement patience devant les faux-semblants de son maître, en écriture évidemment. Dans sa correspondance, une lettre à Camus de décembre 1957, Jean Sénac le lui dit sans détour. Je remarque sans cesse ce balancement tragique, ces contradictions, ce malentendu, cet équivoque sur les mots qui sont à la fois d'un honnête homme et d'un inadmissible louette. Louette dans le jargon pied noir, ça veut dire un serpent qui tortille. Qui joue sur des registres trop imprécis pour que la mélodie se détache. Glog reprend la parole et dit « Sénac dénonce aussi Camus publiquement dans un manifeste de combat poétique. » Sénac dit « Celui qui écrit ne sera jamais à la hauteur de ceux qui meurent. » Déclarait naguère Camus à une époque où il ne reniait pas encore l'injustice des justes. C'est au lendemain de la publication de cette critique que Camus décide de se taire en ce qui concerne l'Algérie. Contraint par l'actualité, il se fait la voix d'un autre compromis, un projet détaillé de partage du pouvoir entre Pieds Noirs et Algériens, où la France garderait l'ensemble de ses prérogatives régaliennes, un projet qui ressemble fort à ce que devinrent les anciennes colonies françaises en Afrique et qu'on a appelé la France-Afrique. Finalement, il exprimera Camus, ouvertement son soutien aux thèses fumeuses de Marc Loriol, un ultra-pied noir. Dans le même article, Camus qualifiera le projet d'indépendance du peuple algérien de formule purement passionnelle. Et bien, heureusement qu'on a été animé par la passion jusqu'au bout, n'en déplaise aux révisionnistes, aux nostalgériques et à tous ceux qui vont finir dans la poubelle de l'histoire. Je reviens vers le Nasr-Zali et cette si longue nuit. En vous écoutant, on comprend qu'il y a une sorte qu'il y a ce thème de la fatalité aussi qui survole le récit. Et pourtant, il y a cette sorte de demi-lucidité chez le personnage où lorsqu'il évoque ses péripéties, on sent qu'il est à la fois accablé par cette fatalité, mais on sent qu'il identifie à moitié les causes de ce qui peut paraître une fatalité, à savoir les structures oppressives. Il y a la colonisation en arrière-plan, exactement, et qui plane comme ça, justement, comme cette sorte de chape de plomb, comme ça, ce spectre qui hante. À la fin, elle se fait sentir Oui. l'arrogance par la suite des personnages qu'il avait connus dans cette ville. Oui. Donc au départ, ils étaient un peu, entre guillemets, peut-être ils avaient les mains nues, mais c'était des conquérants, et il le dit d'ailleurs de cette façon. Oui. Mais à la fin, il y avait cette arrogance. Donc la colonisation, l'idéologie colonialiste a fait son chemin en quelque sorte. Tout à fait. Au départ, peut-être c'était des êtres humains. Il est venu d'Alsace au départ, mais au bout de quelques années, c'est un colon. Il est devenu un colon, donc il y a cette arrogance.
Donc même Ionium, qui était une ville dans laquelle il retrouvait un petit peu de répit, un peu où il assoupissait un petit peu sa peine, elle est devenue arrogante, elle est devenue parce qu'elle est habitée justement par des pieds noirs. Donc ce n'est plus possible pour lui, donc c'est le retour vers son village. Et là justement, ça commence sa méditation, ça commence sa solitude. Voilà, et la suite va lui donner donc à penser d'abord à aller se réfugier sur la montagne, sur la colline. Et là, il voit les nuages, le ciel, et il fuit tout, même les choses terrestres, en quelque sorte. À la fin, d'ailleurs, il les dit, c'est comme si des anges, parfois, lui enlèvent toutes les choses terrestres. Donc, il est là, il plane un petit peu, donc, un peu comme peut-être un personnage de Fernando Pessoa. Oui. Il est plein de rêves, plein de contemplatif. Il est contemplatif, méditatif. D'autant plus contemplatif qu'il n'a pas de prise sur son quotidien. Il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise parce que déjà, il n'y a personne. Personne n'est venu à son secours, ni la religion, ni les traditions, ni la famille, personne n'est venu à son secours. Donc tout le monde a suivi cette cabale, ont suivi les tyrans. Il s'est retrouvé, donc il y a cette solitude-là, la solitude, même d'ailleurs par la suite, quand il est allé donc, à Ionium, c'est la même chose. Donc voilà, il ne reste plus rien qu'à regarder le ciel, à regarder vers le ciel. Voilà. En tout cas, c'est un très 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 beau travail d'écriture et on retrouve encore une fois votre plume, votre style vraiment et votre marque de fabrique dans ce très beau roman, Une si longue nuit de Lounas Arzali. Merci beaucoup, ce fut un plaisir et d'avoir lu l'ouvrage et de vous avoir écouté en parler. En tout cas, j'aimerais, je parle à titre personnel, j'aimerais apprendre à écrire comme vous. Donc, merci, c'est moi qui... vivement un atelier d'écriture où vous pourrez vous suivre dans votre processus créatif. Parlant de processus créatif, Omar Kazitani, vous êtes un j'allais dire presque, mais non. J'avais peur de vous vexer avec le mot, mais il n'est pas forcément péjoratif. Vous êtes un vétéran de l'écriture. Vous avez plus d'une douzaine, voire une quinzaine d'ouvrages à votre actif. Vous aussi, dans votre procédé d'écriture, on sent d'abord un très long et très sérieux travail de documentation. Ça crève les yeux dans tous vos ouvrages. Oui. Qu'en est-il du travail esthétique et du travail que vous effectuez sur le style, de la manière dont vous ciselez les dialogues et de travail sur la langue que vous opérez? Et comment fait-on après 15 ouvrages pour continuer de se renouveler? Vous avez donné la réponse tout à l'heure. Ah bon? Oui. Vous avez parlé d'analepse. Oui. Eh bien, écoutez, l'utilisation d'analepse, de prolepse, de digression Oui. aussi, c'est quand on lance un SOS scriptural, ces outils nous viennent à l'aide. L'écriture répétitive, quand elle aborde le même sujet, doit forcément changer d'ardeur. Je vous cite le Vizir. Oui. Le Un Vizir, nouveau roman. Oui. c'est un roman qui a été écrit en 2009, avant celui-ci. Mais c'est ce roman qui a été la source de celui-ci. Pourquoi? Parce que dans le roman le Vizir, c'est un petit enfant recueilli sur le bord d'une fenêtre dans un panier en osier par un membre de ma famille et qui est parti à l'étranger, qui a étudié et qui est devenu une personnalité politique auprès d'un de nos premiers ministres. Eh bien, lui aussi, il est en quête de devenir et il cherche sa maman qu'il trouvera malheureusement dans un pitoyable état. C'est lorsque j'ai offert ce livre à une personne
professeur d'université, que cette personne m'a dit, mais ça se rapproche de mon histoire. Donc il fallait écrire l'histoire, mais ne pas être en subordination à un premier écrit. Et par Pour ne conséquent, pas radoter. pour ne pas radoter. Et par conséquent, il fallait trouver les moyens scripturaux et émotionnels Surtout. pour pouvoir narrer avec d'autres artifices une histoire authentique, parce que cette histoire, elle est quasiment authentique, et ne pas tomber dans la désuétude, ne pas tomber dans la stéréotypie scripturale. Voilà voilà comment on peut faire. Ce qui est l'un des pires pièges pour le romancier, de ressasser des stéréotypes. Certains pourtant ne se gênent pas. Cependant, pas de stéréotypes, ni dans Malak et les autres de Omar Kazitani, que je remercie pour sa gracieuse présence, C'est moi qui vous remercie. ni dans Une si longue nuit de Lounas Ghazali, que je remercie aussi pour sa gracieuse C'est moi présence. qui vous remercie. Et les meilleurs pour la fin. Merci à vous, chers amis. Merci de faire vivre la littérature en la lisant. Je vous souhaite une agréable lecture avec ces deux romans. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine.